Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après dans les différentes rubriques de cette émission. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est donc le début de ce tout premier numéro pour le compte de ce mercredi 16 avril 2025. Bérangère Bollier est déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique. Bérangère Bollier, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kourenou. Bonjour amis internautes de Guérit TV Monde. Et comme de coutume, c'est avec vous que nous allons retrouver la revue des titres de ce matin. Et nous ouvrons par le quotidien Maison La Guérite, mesdames et messieurs, qui titre en sa manchette du jour, présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, Dr Yessoufou Maroya adresse ses félicitations à Oligui Nguema. Au nom des autorités béninoises, le consul honoraire du Bénin au Gabon exprime ses vœux au chef de l'État gabonais. Son message à la communauté béninoise. Toujours à la une du quotidien La Guérite, on lit choix imminent du duo candidat de la mouvance. Les partis d'accord de grands électeurs devront compter aussi. À sa fausse manchette du haut, on lit médias en ligne au Bénin. Loris Rounon élu président du Repromed. À l'oreille du quotidien, mesdames et messieurs, on lit Guérit service immobilier, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. La boussole à présent titre, promulgation de la loi encadrant la chefferie traditionnelle au Bénin. Les rois recalés et frustrés peuvent enfin se réorienter. Le quotidien Adjache News à présent titre, célébration de la journée de la femme dans la 19e circonscription électorale. Adidjatou Matisse en communion avec plus de 1000 femmes en BR. Onifade Baba Moussar, la cheville ouvrière de l'organisation. Conseil communal de Porto Novo pour le compte de 2025, les travaux de la deuxième session extraordinaire s'ouvrent ce jeudi. Toujours à la une du quotidien Adjache News, mesdames et messieurs, on lit audience à la Cour constitutionnelle à sa fausse manchette. Le docteur Dorothée, professeur Dorothée Vala Sosa s'est entretenu avec 6 ambassadeurs béninois. Élection générale de 2026, le chronogramme des activités dévoilées. Bénin, la loi sur la chefferie traditionnelle promulguée. Toujours à la une du quotidien Adjache News, mesdames et messieurs, on lit fusion et maison d'arrêt au Bénin, vaste campagne de vaccination des détenus et du personnel. Le quotidien l'événement du jour de ce matin titre organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin, la réalité rétablie sous la houlette du président Talon. Le quotidien l'indépendance de ce matin titre cadre juridique au Bénin, Talon promulgue la loi sur la chefferie traditionnelle. Le paraclet à présent titre relecture autour du code électoral pour une démocratie inclusive et festive. Adrien Hongweji lâche une nouvelle bombe. Le quotidien l'affiche du jour à présent titre en sa manchette pour des élections générales de 2026 apaisées au Bénin. Maître Adrien Hongweji exhorte à l'inclusion politique. Le matinal de son côté titre réforme structurelle de la décentralisation du Bénin, les balises du développement des communes posées. Et on boucle la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour présidentielle du 12 avril au Gabon, Dr Yessoufou Maroya adresse ses félicitations à
Oligui Nguema. Au nom des autorités béninoises, le consul honoraire du Bénin au Gabon exprime ses vœux au chef de l'État gabonais. Son message à la communauté béninoise. Toujours à la une du quotidien La Guérite, mesdames et messieurs, choix imminent du duo candidat de la mouvance. Les partis d'accord, de grands électeurs devront compter aussi. À sa fausse manchette, on lit médias en ligne au Bénin, Lorissa Ouno élu président du Repromed. À l'oreille du quotidien, mesdames et messieurs, on lit Guérite Services Immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. C'est ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, de la une de ce matin. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite au bulletin d'information, toujours avec Bérangère. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Par décret en date du 26 mars 2025, il a été prononcé la nomination ou la promotion de plusieurs dizaines d'officiers de l'armée béninoise à différents grades selon le document signé par le président de la République Patrice Talon et ses ministres en charge de l'économie et de la défense. Les officiers promus l'ont été soit au mérite, soit au choix. On relève sur la liste que certains officiers ont été promus au grade de colonel-major et homologue. 10 officiers porteront désormais sur leurs épaules les signes distinctifs de colonel ou homologue. Environ 3 dizaines d'officiers sont promus au grade de lieutenant-colonel et homologue. Plusieurs dizaines d'officiers abordant jusque-là le grade de capitaine-major ou homologue sont normés ou promus au grade commandant ou homologue. Le décret souligne que les promotions accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les tests en vigueur en la matière. Le décrochage d'un officier du tableau d'avancement entraîne l'annulation de sa promotion au grade supérieur, avertit l'acte de promotion. En 2026, mesdames et messieurs, le Bénin s'apprête à organiser ses élections générales, un tournant majeur dans la vie politique nationale. À cette étape cruciale, une synergie d'action s'impose, accompagnée d'un travail de proximité, rencontre entre leaders politiques et militants à la base, mobilisation sur le terrain et engagement des structures à tous les niveaux. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. Quel est le rôle des élus locaux dans l'organisation de ces élections? Pour y répondre, nous avons joint par téléphone le politologue Mathieu Adjano. Suivez-le. Comme vous le savez, tels que les partis politiques ont leur rôle républicain à jouer dans l'animation de la vie politique, tels aussi les entités administratives ont leur part de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Et donc, dans le cas d'espèce, les chefs de quartier ou de village sont un peu comme la continuité de l'exercice de la fonction administrative au niveau, je dirais, local, à la base. Donc, pour faire simple, on pourrait dire que le chef de quartier ou de village est le bras opérationnel du chef d'arrondissement, n'est-ce pas, du maire d'une commune. Et donc, il est une entité administrative, il incarne une entité administrative. Donc, il se considère, ou il est du moins considéré comme une personne morale à qui incombe la responsabilité d'être le relais de l'État au niveau local. Donc, on pourrait dire tout simplement que la fonction qu'exerce le maire au niveau communal, qui est partagée par le chef d'arrondissement au niveau des arrondissements, cette fonction descend à la base, donc, et c'est cette fonction qu'exerce le chef de quartier ou de village. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est un politique au sens vrai du terme, quoi, c'est-à-dire
un membre d'un parti politique qui vient défendre les causes de son parti au niveau d'une localité donnée. C'est faux, ce n'est pas vrai, pas du tout alors. Et une fois désigné par ces entités, ces partis politiques, le chef de village, de quartier n'est plus, disons, celui qui représente son parti dans cette localité, sur ce territoire bien délimité. Non, il devient une personne morale et qui incarne l'unité au niveau du territoire, l'unité de toutes les personnes vivant sur ce territoire, et il travaille pour l'épanouissement de tous les citoyens sur ce territoire-là. Donc, il n'a aucun droit de privilégier l'action de son parti politique au détriment de l'action publique. Mais il y a que nous devons préciser, tel que dans le processus électoral, dans tous les pays, tel que l'État a la responsabilité de faciliter l'opérationnalisation du processus électoral, faciliter le déroulement du processus électoral, tel que le maire, donc au niveau communal, le fait, tel que le chef d'arrondissement au niveau communal le fait, tel aussi le chef de quartier ou de village doit travailler, œuvrer pour faciliter la tâche aux entités de la Commission électorale nationale autonome. Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Le maire Charlemagne N. Yankoti invite les conseillers communaux de la ville de Porto Novo à la deuxième session extraordinaire de l'année 2025 qui se tiendra à la salle de délibération de la mairie le jeudi 17 avril 2025 à partir de 10 h. Un seul point sera débattu par les élus. Il s'agit de l'adoption de la communication relative à la participation de la ville de Porto Novo à la 45e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones qui se tiendra à Hue, Vietnam du 27 au 29 avril 2025. Après quelques pluies, mesdames et messieurs, enregistrés dans la ville de Parakou, plusieurs ouvrages de franchissement sont en passe de s'effondrer. Au quartier Banikani, Rose-Croix, Bamura, c'est la psychose dans le rang des habitants qui doivent traverser le pont de Daman pour rallier leur domicile. Et pour cause, l'ouvrage de franchissement est dans un état de dégradation et met les riverains dans l'incertitude. C'est le constat fait par notre équipe de reportage sur place. Suivez l'élément que nous proposent Anselme Richard et Modeste Adanzito. À peine quelques pluies enregistrées dans la ville de Parakou et les habitants de certains quartiers de la ville reprennent leur calvaire. À l'origine, la dégradation des ouvrages de franchissement leur permettant de rallier leur domicile. Dans le quartier Banikani Rose-Croix Bamora, le pont de Daman est un exemple palpable. S'il y a la pluie, c'est un problème. Chaque année, on peut perdre au moins 2 ou 3 personnes. S'il y a la pluie, tu vas s'arrêter au moins 2 heures de temps ou 3 heures de temps avant de traverser. Si tu vas forcer, c'est un problème. Donc tu dois attendre, forcer. Nous tous qu'on est dans les quartiers, on est dans le souci maintenant. Voilà les élèves. S'il y a cours à 7 h ou à 6 h qui vont aller se présenter à l'école, c'est impossible. Les enfants n'arrivent pas. Nous-mêmes, quand on est les ouvriers, les professeurs, les directeurs qui sont dans le quartier, on est obligé d'attendre quand l'eau a fini avant de traverser. Et il y a les enfants qui dorment en ville. Une fois passé la pluie qui vient de commencer, les sables qu'ils ont ramassé, l'eau a porté tout. On est venu, c'est comme s'il n'y avait rien là. L'eau est tout emporté. Lorsqu'il pleut, on ne peut pas passer, c'est impossible de passer parce que tout est plein. Donc ce qui fait ça emporter derrière quelques personnes et tout le monde a peur. Donc lorsqu'on a cours les matins comme ça à 7 h et on n'arrive pas au cours vite à 7 h comme ça, on fait des interrogations, nous manquons les cours. Ce qui fait qu'on obtient souvent la note 0. On ne peut pas se justifier. C'est comme on utilise ces arguments pour mentir, alors que nous sommes vraiment ici en souci. Parce que lorsque le pont remplit, on ne peut pas passer. Sincèrement, on ne peut pas passer. On est obligé de rester de l'autre côté, on manque les cours comme ça. Ça dépend à l'heure que l'eau descend avant de partir à l'école. Bon, si la pluie est trop, on peut atteindre quelque chose de 4 heures comme ça. Soit on ne peut plus passer. Lorsque la pluie dépasse, on est obligé de retourner à la maison comme ça et on ne peut plus
on retourne à la maison. Les autorités locales disent ne pas croiser les bras. Des démarches sont menées auprès des autorités hiérarchiques et des dispositions sont prises afin de corriger la situation. Mais c'est sans compter sur la puissance de l'eau qui ne fait que dicter sa loi en dégradant davantage l'ouvrage de franchissement. Surtout même comme ils sont en train de réparer la ville un peu là. L'eau là déborde maintenant plus. L'eau là déborde plus. Avant on plairait. Mais maintenant déjà avec quelques pluies qui sont tombées, ce qu'on a vu là, c'est plus la peine. Parce que là, on voit que si c'est les grands pluies qui viennent là, ça va tout bloquer. Voilà que nos enfants sont là, qui vont à l'école. On sait que de montrer à nos préfets, mais de nous aider dans les quartiers. Parce qu'on n'a pas les moyens à faire là. Tu vois, chaque jour, chaque pluie qui va tomber, on va toujours aller dans les environs d'Ama, derrière là, pour chercher les cailloux pour venir mettre. Si la pluie vient, ça emporte ça encore. C'est eux qui peuvent nous aider. C'est ce qu'on a vu, c'est ça qu'on s'en va les donner contre rendu. Et quand même, on est toujours là. Au regard de la situation et des risques que courent les usagers avec la période pluvieuse qui s'annonce palpitante, les habitants lancent à nouveau des cris du cœur aux autorités compétentes. Nous demandons à l'autorité de vraiment nous aider parce que nous avons besoin que le pont soit arrangé pour que nous puissions aller au cours. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour bien étudier, pour avancer. Quand le pont remplit, on ne peut pas passer, nous demandons de l'aide, de nous aider. S'il y aura une solution par rapport au pont, on serait tellement heureux dans notre quartier. Sinon, chaque jour, quand on se réveille, c'est le souci qu'on a, c'est le souci de pont là. C'est pour le pont là ou rien. Il faut passer ça, emporter au moins 2 personnes. Avec les enfants, on a un souci, on ne sait pas quoi faire. Jusqu'à même à Webekouga, les gens quittent là-bas pour venir. C'est un seul pont là, on passe pour aller au service. C'est juste pour demander les autorités de nous aider. Sinon il y a trop de monde en haut là. Mais en attendant toute intervention, la psychose monte dans le rang des riverains qui n'attendent que la prise en compte de l'aide d'audience par les autorités compétentes pour une libre circulation. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Bollé. On vous retrouve demain pour le même exercice. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la prochaine rubrique de cette émission. L'absence de classement porte-t-elle atteinte à la culture de l'excellence? Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver au cœur du grand reportage de ce jour. Le constat est sans appel depuis plus de 2 ans. Dans les écoles primaires, notamment publiques, le classement des élèves à l'issue de chaque composition a disparu. Jadis outil de motivation, ce rang n'est désormais plus communiqué. Le système éducatif béninois semble avoir définitivement opté pour l'approche par compétence avec une évaluation critériée mettant l'accent sur le progrès individuel plutôt que sur la comparaison entre pairs. Si des arguments sont avancés ici et là pour justifier ce changement, notamment la volonté de limiter la pression sur les enfants et de valoriser l'apprentissage en profondeur, mesdames et messieurs, cette nouvelle orientation suscite tout de même des interrogations. Nombreux sont les parents qui restent perplexes, voire inquiets face à cette réforme silencieuse. Pour eux, l'absence de classement pourrait nuire à la culture de l'excellence, à l'esprit d'émulation et au goût de l'effort. Alors, cette disparition du classement, mesdames et messieurs, est-elle vraiment bénéfique pour nos enfants ou compromet-elle au contraire la quête de performance et d'excellence qui a longtemps façonné l'école béninoise? Élément de réponse dans ce grand reportage signé Amanda Esmeralda Daké et Patrice Ayrontan. Depuis quelques années, le Bénin entend dépoussiérer les pratiques d'évaluation et généraliser l'approche par compétences.
évaluer par compétences exige de ne plus s'intéresser exclusivement à la quantité de connaissances que possèdent les apprenants, mais à la manière dont ces derniers les mobilisent. L'autonomie de l'apprenant est au cœur même de cette approche. Ces derniers doivent se fixer des objectifs en vue d'évaluer leur progression. L'évaluation, c'est un processus qui permet de recueillir les informations, de les analyser, de les interpréter, afin d'apporter un jugement et de remédier aux besoins. Maintenant, lorsqu'on administre l'épreuve et les enfants composent, on les recueille, on recueille les informations. Pour pouvoir les analyser et interpréter, nous nous basons sur des critères. Donc les critères sont ceux sur quoi l'on se base pour pouvoir appréhender une copie. Maintenant, au primaire, nous évaluons les enfants en lecture, en mathématiques, en ES, en EST, en expression écrite, en poésie chant, en EPS et en dessin. Alors, les enfants, lorsqu'ils sont évalués, s'ils peuvent déjà faire l'effort de réunir 6 moyennes sur les 9, ils savent déjà qu'ils s'en sortent. Ainsi, depuis plus de 2 ans, le constat est patent au niveau des écoles publiques. Les classements qui autrefois motivaient les apprenants à améliorer leur rendement ont été abandonnés. Non, je ne vois pas les rangs. On a 9 matières, mais quand j'arrive à travailler dans 6 matières, je sais que je travaille. Au total, nous avons 9 matières. Et quand je travaille dans 6 matières, je sais que je travaille. Sinon, on ne met plus les rangs. Nous avons souvent fait ce constat quand on nous envoie les bulletins des enfants. Nous-mêmes, on est passé par là. Et quand on donne le rang, premier, deuxième, troisième, ça motivait les camarades comme nous sommes, à aller d'avant, à mieux travailler et à dépasser l'autre. Et puis, quand on donne les rangs, ça motive parce qu'il y a le tableau d'honneur, il y a félicitations, il y a tout ça là qu'on n'encourage plus les enfants à donner. Par exemple, dans les écoles privées, il semble que c'est toujours en vigueur, mais dans le public, si ça peut reprendre, ce serait bon. D'après Ontelma Djoukbe, directeur de l'école primaire publique d'Odo Ongla dans l'arrondissement d'Aglogbe commune d'Adjara, l'absence de classement ne porte en aucun cas atteinte à la culture de l'excellence. Aussi, les assemblées générales sont mises à contribution pour sensibiliser les parents quant aux nouveaux critères de notation, ce qui en appelle également à le sens de responsabilité. Nous constatons même en classe, au cours de cette évaluation, c'est telle personne qui a 18 en mathématiques et moi j'ai eu 17. On sent une sorte de rivalité entre eux-mêmes. D'accord? Ils se disent, ah, la prochaine fois, c'est moi qui aurai telle moyenne. Donc, le rang est en partie importe un peu. Pourquoi? Puisqu'il peut y avoir une classe dans laquelle on évalue les enfants et le premier a peut-être 12. D'accord? 12, 10, en tout cas, il a pu réunir quand même une moyenne passable. D'accord? Mais voilà, on le déclare premier. D'accord? Non, là, les vrais premiers, c'est ceux qui ont pu réunir en critères minimaux de très bonnes performances. Au-delà de 15, c'est ce qu'on peut souhaiter pour les enfants. On ne parle pas de rang, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas lutter pour rafler les bonnes moyennes qu'il faut, c'est-à-dire la totalité des notes. Au cours des assemblées générales, nous expliquons aux parents ce sur quoi les enfants sont évalués. Et puis si les disciplines que nous faisons, que nous enseignons, on explique aux parents que les enfants sont évalués sur 9 matières données. D'accord? Maintenant, sur les 9, si l'enfant peut déjà avoir 6 moyennes, il a déjà pu tirer son épingle du jeu et puis ça va. Donc, à vos parents, aidez-nous aussi à ce qu'il ne se repose pas trop. On n'a pas dit que l'enfant ne va pas jouer,
Parce qu'en jouant, en s'amusant, ça développe également son sens. Mais nous devons être là comme de bons guides en les orientant. Cette approche, qui se concentre sur l'acquisition de compétences plutôt que sur l'accumulation de connaissances, privilégie ce que l'apprenant sait faire, peut faire ou connaît. Pour les autorités en charge de l'éducation, cette réforme vise à réduire le taux de déscolarisation. Elle permet aux apprenants qui occupaient les dernières places, souvent stigmatisés, de ne plus être mis en lumière, ce qui leur donne la possibilité de poursuivre leur cursus sans avoir à affronter les regards gênants. Notre système éducatif a adopté le modèle d'élaboration des programmes qu'on appelle l'approche par compétences. Et ce modèle met l'accent sur les compétences que les apprenants sont censés acquérir à la suite de leurs études. Qui dit compétences dit certaines habiletés, certaines connaissances, certaines attitudes. Et donc, notre système éducatif veut mettre l'accent sur les apprentissages réels que font les écoliers, les élèves, les étudiants, en adoptant une autre façon d'évaluer. Globalement, on peut distinguer une évaluation qu'on appelle l'évaluation critériée, qui est basée sur les critères. On veut voir si l'élève, l'apprenant, a satisfait aux critères de réussite pour qu'on puisse dire qu'il a réussi tel ou tel apprentissage. Par exemple, qu'il sait bien communiquer oralement en français, qu'il sait bien résoudre des problèmes en mathématiques, qu'il sait bien faire le saut en hauteur ou le saut en longueur. Donc, le système veut mettre l'accent sur ce que l'apprenant sait faire, peut faire ou ce qu'il connaît. Et non pas voir dans une logique d'évaluation normative s'il est le premier ou le deuxième ou le troisième. Donc, tout au début de la rentrée, surtout du CE au CM2, nous commençons par leur parler de la notion du critère. Parce que nous voulons les évaluer selon les critères. Et les critères sont des paires de lunettes qu'on porte à chaque instant pour pouvoir appréhender. Par exemple, quand je prends une épreuve de lecture, le C1 en lecture, c'est la compréhension globale. Les paires de lunettes que je porte là pour pouvoir appréhender le C1 ne sont pas les mêmes que je dois encore reporter pour pouvoir appréhender le C2. D'accord? Et c'est pareil pour le C3. Et en mathématiques, c'est aussi comme ça. Le C1, lorsque l'enfant a utilisé les données utiles, il a les notes qui sont appropriées au C1. Maintenant, lorsqu'il répond encore, lorsqu'on vient au niveau du C2, les notes qui conviennent, on va les lui accorder. Si l'enfant est sanctionné en C1, il n'est pas dit nécessairement qu'il sera encore sanctionné au C2. Donc, à la fin, l'élève n'est pas à comparer à quelqu'un d'autre. Il est comparé à lui-même. Parce que c'est lui qui fournit ses efforts et l'effort fourni est individuel et personnel. Et là, les difficultés qu'ils auront, ensemble, on voit avec eux et ils comprennent aujourd'hui ce pourquoi ils ne sont plus, c'est-à-dire on ne les classe plus du premier au dernier. Selon l'enseignant-chercheur en psychopédagogie, le professeur Jean-Claude Roumenou, la méthode de classement présente des limites, notamment en ce qui concerne le suivi de l'évolution des apprenants. Si on adoptait cette logique de classement des rangs, quelqu'un peut être le moins mauvais en apprentissage de la lecture, mais en réalité, il ne sait pas lire. Mais il est le moins mauvais de ses camarades. Et si on devait s'en tenir seulement aux critères, peut-être il mérite seulement 3 sur 20. Mais en ayant 3 sur 20, il est le premier de la classe. Alors qu'il ne sait pas lire, ou bien il ne sait pas faire le calcul, il ne sait pas résoudre des équations mathématiques. Donc la logique que notre système a retenue, c'est la logique de l'évaluation critériée, qui est basée sur les critères. Est-ce que l'apprenant il sait faire la lecture en français de manière courante et qu'il comprend ce qu'il lit?
s'il satisfait à ces conditions, on dit qu'il a acquis la compétence. À un certain degré, soit compétence acquise de manière maximale, ou bien compétence acquise moyennement ou partiellement. Là, on sait ce que l'apprenant vaut à la suite de son apprentissage. Les classements, ça peut tromper. Le premier de la classe peut avoir 10. Ça veut dire que cette classe-là n'est pas une classe performante. Il a 10 sur 20. Il est très passable. Peut-être qu'il n'a même pas atteint le seuil de réussite. Mais il est le moins mauvais de ses camarades. On dit qu'il est le premier. Alors qu'au regard des critères, il n'est pas compétent. Toutefois, il est essentiel que les autorités à divers niveaux du système éducatif béninois réfléchissent davantage à une adaptation de l'approche par compétences en vigueur dans nos écoles afin de mieux l'aligner avec les réalités locales. Un grand reportage signé par Amanda Esmeralda Dake et Patrice Ayrontan. Je vous invite à suivre à présent Faouzia Sefou dans la revue de presse de ce 16 avril 2025. Amis de la plume et du papier, bonjour. De la politique à la une de votre quotidien d'Akonaboué de ce mercredi 16 avril 2025. La Guérite s'intéresse toujours à la victoire du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et rapporte en sa manchette présidentielle du 12 avril au Gabon. Dr Yessoufou Maroya adresse ses félicitations à Oligui Nguema. Au nom des autorités béninoises, le consul honoraire du Bénin au Gabon exprime ses vœux au chef de l'État gabonais. En détail, on retient qu'au terme de la présidentielle du samedi 12 avril 2025 au Gabon, qui a connu la participation de 8 candidats, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est sorti vainqueur avec plus de 90% dès le premier tour. Quelques jours après la proclamation des résultats, le consul honoraire du Bénin près la République du Gabon a adressé ses vives félicitations aux candidats des bâtisseurs, chefs de l'État élus. Retrouvez dans les colonnes de votre quotidien le message du docteur Yessoufou Maroya. Nous restons toujours avec la Guérite pour parler des élections générales 2026 au Bénin. Choix imminent du duo candidat de la mouvance. Les partis d'accord, de grands électeurs devront compter aussi, affiche le canal d'Akonaboué. Dans les colonnes, on retient qu'à 6 mois du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin, c'est toujours le statu quo au sein de la classe politique. Mouvance et opposition se regardent en chien de faïence. Difficile de dire qui dans l'un ou l'autre des camps est candidat ou qui ne l'est pas, à moins d'être dans le secret des dieux ou dans un cercle très restreint et fermé. C'est inédit. Tout ceci est lié en partie à la réforme du système partisan, rapporte le journal. S'intéressant à cette actualité, l'événement du jour et l'affiche du jour notent que la Sénat a dévoilé le chronogramme du processus électoral. Selon le matinal, il y a juste 2 dates à retenir. Et la boussole nous apprend qu'alors que le chronogramme du scrutin est déjà disponible, les candidats à la présidentielle 2026 se font désirer. Loin du processus électoral, le paraclet affiche relecture autour du code électoral. Pour une démocratie inclusive et festive, Adrien Humbedji lâche une nouvelle bombe. Et pour l'affiche du jour, il exhorte plutôt à l'inclusion politique. L'Indépendant a juste répondu à Adrien Humbedji en ces termes. Le débat sur la relecture du code électoral est dépassé. Dans un autre registre pour terminer, les parutions nous apprennent que le chef de l'État a promulgué la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. L'Indépendant, Adjachen News et l'événement du jour titre « Organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin. La réalité rétablie sous la houlette du président Talon ». La boussole affirme que les rois recalés et frustrés peuvent enfin se réorienter dans le cadre de la promulgation de la loi encadrant la chefferie traditionnelle au Bénin. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Le meilleur réveil, mesdames et messieurs, c'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci d'avoir été dans notre rendez-vous à prendre demain à la même heure sur la même chaîne. De l'autre côté, Brian Azonanon et Patrice Ayrontan. Ensemble, nous vous souhaitons une agréable journée.